Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Culture T, votre émission entièrement dédiée, dévouée, consacrée à vos villes, à vos territoires à travers vos artistes cette semaine. Bienvenue dans la ville d'Orléans, une ville qu'on va essayer de vous faire découvrir autrement à travers de nombreux artistes. Il y aura de la bande dessinée, de la sculpture, de l'art plastique, de la photographie, mais sans plus attendre, on va débuter l'émission tout en musique avec un portrait de l'artiste Max Livio. All set? Let's go. Il n'y aura pas de doute, la nuit se souviendra de nous. Pour ma part, je serai au rendez-vous, comme au premier jour. Donner un peu de nous, même si tout ce que ça nous coûte, en mouvement perpétuel. J'aime avant tout écrire le quotidien, la vie de tous les jours, la vie et ses égarements, les mots de mon âme, avec les mots de mon temps, mais toujours avec un côté observateur, c'est-à-dire que j'aime bien susciter de l'interrogation, essayer de se poser les questions, voilà, faire en sorte qu'une chanson ait aussi une finalité de réflexion, de remise en question, d'examen de conscience, ou de psychanalyse. Tout dépend de comment les gens ressentent la musique. Pour ma part, je serai au rendez-vous, comme au premier jour. Donner un peu de nous, même si tout ce que ça nous coûte, il n'y aura pas de doute. On m'avait qualifié d'artiste crossover. Alors qu'est-ce que c'est qu'un artiste crossover? C'est un artiste qui se balade un petit peu partout, mais est-ce qu'il se balade aisément ou est-ce qu'il flotte? Et moi j'aime pas flotter, j'aime bien avoir une belle assise et savoir ce que je vais chercher. Et là en l'occurrence c'est du reggae. Nos chemins se sont croisés, nos yeux se sont accrochés. Ton sourire est devenu mon soleil. Pourquoi le reggae? Parce que je pense qu'il y a une forme de mysticisme qui apaise et qui permet de rendre le message plus fluide. Mais je suis influencé de plein d'autres styles de musique. J'ai écouté de la chanson française, j'ai écouté beaucoup de musique caribéenne étant jeune, beaucoup de rap, de la musique urbaine au sens général. Et c'est ce que j'essaye de mettre dans ma musique. Mais le reggae et la musique, les paroles, le texte, sont plus propres à mon univers, si ça peut faire un mariage. Cette petite fleur garde le sourire, mais son âme est abîmée. Cette petite fleur s'efforce de rire devant toi, mais elle se cache pour pleurer. Cette petite fleur. Je pense que l'avenir du musicien se trouve sur scène. Aujourd'hui, je pense qu'il faut continuer à être productif, à proposer quelque chose, sortir des disques de manière à avoir une actualité et de manière à pouvoir les présenter sur scène. Il est difficile de se faire encadrer, de se faire produire. C'est pas évident, mais il est possible de se développer un petit peu aussi tout seul, de commencer à se créer une base de public et puis de lui être fidèle, de communiquer régulièrement avec elle, de manière à ce qu'il y ait chaque jour un petit peu plus de monde qui vient à tes concerts. La faute à qui? La faute à toi? Toi qui m'apprends qu'un est acquis. Je m'en mets à toi, je me soulève au-delà des... Le moment où on est sur scène, c'est le moment ultime où on partage l'instant avec son public et je ne fais de la musique que pour la partager. Parce que quand je vais sortir de scène, la musique ça fait du bien au moral, c'est aussi une espèce d'exutoire, une forme d'exutoire quand tu fais de la musique. Mais lorsque tu rencontres ton public, c'est vraiment le moment d'interactivité ultime. On continue de découvrir les Turbulences. C'est le nom donné à ce FRAC, Fonds régional d'art contemporain, où on peut découvrir de nombreuses expositions, dont celle-ci consacrée à l'architecture expérimentale. Mais sans plus attendre, nous allons quitter le centre historique de la ville d'Orléans, direction Saint-Jean-de-Bray, où nous y attend la famille Bollé. Ils sont maîtres Saintier, fondeurs de cloches depuis 8 générations.
Laurent Frédéric, salut. Salut Jean-Philippe. Merci de nous recevoir dans un lieu exceptionnel. En tout cas pour nous, tu es sûrement habitué, mais dans cette fonderie, il en reste que 3 en France, très peu dans le monde. Cette fonderie, c'est vraiment pour toi un lien familial. Ah, tout à fait. Je me revois depuis gamin, gambader ici, venir voir mon oncle travailler sur ses moules, ses cloches qui allaient prendre vie. Quand tu es tout petit et que tu es dans une fonderie, dans un lieu pareil, crois-moi, c'est un monde complètement nouveau qui apparaît à toi. Tu regardes ça avec des yeux émerveillés. C'est vraiment un décor incroyable. Mais attends, pourquoi tu n'es pas fondeur de cloches? Pourquoi tu y as échappé, toi? Eh bien donc, depuis 300 ans et depuis 8 générations, on se succède en tant que fondeur de cloches, de père en fils, Ouais. mais sous-entendu de père en fils aîné. Ah, c'est dommage. Et mon père n'est pas le fils aîné. Donc la place en quelque sorte était déjà prise. D'accord. Bon, alors cette histoire exceptionnelle, cette saga, tu l'as dit, sur 8 générations, tu vas la retranscrire dans une saga en bande dessinée. À quel moment, parce que ça fait quand même quelques années que tu fais la BD, tu t'es dit, tiens, cette matière humaine que j'ai au fond de moi, ces racines familiales, je vais en faire une bande dessinée. J'en ai pris conscience il y a 2 ans seulement, quand effectivement je cherchais à faire une saga familiale. C'est un peu ça le secret. J'en avais parlé à Jean Van Hamme, j'ose le dire, qui avait fait Les Maîtres de l'Orge. Voilà. Et je lui ai dit, bah, c'est peut-être ce que je préfère de toi. Il m'avait dit, bah oui, j'avais trouvé un bon métier qui sortait de l'ordinaire, mais qui permettait de souder les gens un petit peu, de s'intéresser à l'humain. Et moi, je me disais, bah, faudrait que je trouve un métier comme ça qui sort de l'ordinaire. Et je ne pensais même pas à mon environnement familial. Et c'est mon père qui me dit, bah tiens, tu cherches un métier original, t'as ça sous la main. Notre famille est fondeur de cloches, ça sort de l'ordinaire. Et je lui dis, mais t'as raison. Alors, on le disait, la matière humaine, la matière historique, j'allais dire, tu l'avais évidemment sous la main. Mais est-ce que cela suffit, entre guillemets, à faire une bande dessinée? Non, effectivement, je pense pas. Parce que même si on veut mettre à l'honneur un métier aussi original soit-il, il faut quand même densifier un petit peu une histoire. Et on est quand même dans un médium où on recherche une certaine détente, on recherche une certaine lecture agréable, où on va être un petit peu captivé. Donc les relations humaines, oui, forcément très importantes. Les conflits, les drames, on est d'accord. Mais il faut autre chose. Et c'est là que m'est venue l'idée que la cloche symbolise effectivement une certaine appartenance à la religion. Et il y a toujours des ornements sur les cloches. Il y a des noms, parce qu'elles sont baptisées, elles ont des noms. Il y a des références à la Bible ou à des situations de religion. Et si on tombait sur un message un petit peu obscur, où on parle peut-être que la mère de Jésus était peut-être pas celle qu'on croit, ou en tout cas il y a un mystère autour de la mère de Jésus. Bon, bref, j'ai voulu combiner une saga familiale et un mystère ésotérique. Voilà. On est en train de me dire que la famille Bollé pourrait bouleverser le destin de l'humanité quand même. Et pourquoi pas, il y a 300 ans, pourquoi pas un Bollé aurait pu se pencher sur une cloche et découvrir une révélation sur une... Bon, voilà, c'est un peu le parti pris de l'histoire, effectivement. Bon, bah, écoute, on va continuer à en parler dans quelques minutes. On va rencontrer ton oncle, hein, justement, qui est Maître Saintier ici. Et nous, on va aller à la rencontre d'autres artistes ici à Orléans. Il s'appelle Jérémy Corbeau, il est photographe et il expose en ce moment au musée des Beaux-Arts. All set? Let's go. C'est l'histoire d'un artiste, un photographe qui utilise son appareil photo comme le mégaphone de ses émotions. Ses photos, ses clichés, sa vision du quotidien plaît à ses amis, aux amis de ses amis. La photo devient alors une évidence, une confidente de ses émotions multiples. Aujourd'hui, Jérémy expose au musée des Beaux-Arts d'Orléans. La photo est devenue bien plus qu'un boîtier froid dans son étui. Pour moi, une image est beaucoup plus parlante parfois qu'un long texte. Et je me suis aperçu que les gens trouvaient mes photographies intéressantes. Et je me suis dit comment utiliser justement ces images, ce moyen de communication que j'aime beaucoup et qui marche, pour justement amener nos contemporains, mes amis, à avoir une réflexion un petit peu sur la vie, sur le monde, sur ce qui les entoure. Donc c'est un petit peu comme ça que les choses ont évolué, tout doucement. Arrivé maintenant ensuite au musée avec cette exposition qu'on a au cabinet d'art graphique. Le style Jérémy Corbeau est préparé, ciselé, détaillé. Il y a certes une part de hasard, comme dans toute photographie, mais il y a aussi ces photos construites pour déconstruire notre œil. La plupart du temps, c'est je me balade en ville et je regarde, j'observe et je me dis comment est-ce que toutes ces choses que je vois autour de moi, comment est-ce que je peux essayer de les voir différemment? Comment est-ce que je peux les montrer différemment? Et du coup, j'essaye ensuite de m'amuser avec mon appareil photo.
Il y a aussi une autre approche qui est de penser la photographie dans ma tête, comme un petit peu la série Réalité énigmatique qu'on a ici au musée, et de me dire comment ces scènes que je visualise, je peux les présenter différemment aux spectateurs. Et ça, c'est toute une démarche de réflexion intellectuelle. Alors, la plupart du temps, j'aime beaucoup faire des croquis préparatoires pour justement m'aider à projeter ces images que je vais ensuite faire. Parce que quand on doit les réaliser ensuite, les scènes sont un petit peu bizarres à l'envers et les gens qui posent ont parfois un petit peu de mal à comprendre ce qu'ils vont devoir faire. Et c'est vrai que faire un croquis, ça aide un petit peu à comprendre un petit peu la réalité dans laquelle on va faire ces photographies. Je pense intéressant justement d'amener nos contemporains à se poser des questions sur qu'est-ce que la réalité. Parce que par exemple, la plupart des photographies qu'on va voir, on va tous regarder les choses de la même manière, mais la différence va être au niveau de l'interprétation qu'on va faire de ce que l'on va voir. Et ça pour moi c'est très important parce que avec ces photographies, j'essaie de montrer aux gens que la plupart du travail qu'ils vont avoir en regardant ces photos, ça va être de l'interprétation, et que leur interprétation qui va être basée sur leur culture, leur expérience de vie, leur passé, va vraiment orienter leur manière de comprendre les choses. Et c'est pour moi quelque chose aussi de très intéressant de montrer aux gens qu'on peut essayer de penser différemment, de voir les choses différemment pour justement avoir une compréhension des choses, une compréhension du monde différente. Nous sommes de retour ici dans un lieu totalement, pour nous Dominique, incroyable. On est un peu dans le cœur nucléaire de la fonderie ici. Tout à fait, parce que c'est là que se fait toutes les cloches que l'on fabrique pour le monde entier, et aussi bien des cloches de 10 kg jusqu'à plusieurs tonnes. Plusieurs tonnes, il y a un four derrière vous qui va jusqu'à 12 tonnes, ça nous paraît vraiment incroyable. On a quand même l'impression d'être voilà, au milieu du 19e siècle et d'ailleurs la fonderie date de cette époque-là à peu près. Oui, exactement. Les ateliers ont été construits en 1838. Oui, et rien n'a bougé en fait. Non, tout est d'origine. Et en 1838, vous alliez me dire, qu'est-ce qui s'est passé? Alors pourquoi on est installé ici depuis 1838? Il y a deux raisons. La première, c'est que mes ancêtres étaient fondeurs de cloches ambulants. C'est-à-dire qu'ils allaient de village en village, coulaient les cloches sur place. Mais ça veut dire qu'il n'y avait pas de four fixe, ils reconstruisaient un four à chaque fois? Exactement. Tout était reconstruit dans chaque village pour faire la cloche du lieu, parce qu'il n'y avait pas de moyens de transport. Donc le problème, c'est plus simple au fondeur de se déplacer, lui, à pied ou à cheval même, et il restait 2-3 mois sur place pour faire les cloches qu'il avait en commande, et avec l'aide des villageois, du charpentier, du ferronnier qu'il y avait toujours dans les villages à cette époque. Alors depuis 8 générations, vous êtes installés ici, c'est quand même exceptionnel. Je le rappelle, il n'y a plus que 3 fonderies en France. Fondeur de cloches, maître Saintier, c'est uniquement fondre la cloche? Pas vraiment, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Non, il y a beaucoup d'autres métiers qu'on est obligé de faire pour faire et installer une cloche. Il faut déjà connaître la théorie musicale. C'est-à-dire? Parce que la cloche, c'est une note très précise accordée au La international de 440 vibrations à la seconde. Ensuite, il faut que le fondeur sache faire les moules pour couler la cloche. En quelle matière sont les cloches? Il n'y a qu'une matière ou il y en a plusieurs? Non, c'est la seule matière, c'est du bronze. Uniquement? C'est un alliage de cuivre et d'étain. Et cet alliage-là, c'est le plus solide et c'est celui qui donne la meilleure sonorité. D'accord. Qui n'a rien à voir avec la note de la cloche. Ensuite, il faut être charpentier menuisier parce que la cloche est suspendue dans le clocher sur ce qu'on appelle un mouton. C'est la partie en bois qui supporte la cloche et qui lui permet de balancer dans le clocher. Ensuite, il faut qu'il soit forgeron pour faire toutes les ferrures qui soutiennent la cloche au mouton. Il faut qu'il soit tourneur parce que la cloche tourne sur des axes. Et ensuite, il faut savoir installer une cloche dans le clocher, savoir la monter à 20, 30, 50 mètres de haut des fois, et de très grosses cloches.
Donc il y a tout un savoir-faire qui est vraiment inimaginable. Et puis c'est beau, quoi. Dominique, merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis dans ce lieu vraiment exceptionnel. Vous l'évoquiez, il faut une oreille musicale pour être fondeur de cloche. Eh bien, la musique, c'est une nouvelle rencontre dans ce Culture T, ici à Orléans. Tatiana Matre, elle est chanteuse, interprète, elle a joué dans plusieurs comédies musicales. Nous sommes allés à sa rencontre. All set? Let's go. Brune, blonde, je pose la question plutôt mince que ronde. Pour les impressions curriculum vitae, un peu bâclé, mais pas trop de détails. Pour alléger, je note les conseils, j'applique à la lettre les monts et merveilles. M. Tatiana, c'est pour moi de la chanson française, parfois un peu swing, parfois un peu rock. C'est plein de petites influences de ce que j'aime à travers des contes, des histoires que j'ai envie de transmettre. Même si je sais qu'ils prendront chaque chose en son temps, pas comme ci, pas comme ça, je pioche dans le vent, si c'est trop bien pour moi. Souvent, ça arrive dans des moments où j'ai pas forcément de crayon, de papier, dans la rue, en observant les gens, en voyant la vie en fait, en voyant ce qui se passe autour de moi, les gens vivre, ça m'inspire et ça me donne envie d'écrire. Et après, ça m'arrive souvent dans des lieux où, sans que ce soit chez moi en fait. Donc ça m'inspire plus et là j'écris et souvent ça vient d'un coup et ça vient très vite. Donc maintenant ça devient vital, c'est-à-dire que tous les jours j'écris un petit quelque chose. Si ça donne pas une chanson ou un poème, ça sera des phrases que je vais réutiliser après et que je vais retravailler. De baguettes pour travailler le bois, je commence à rougir, à me présenter. Salut, je m'appelle Tatiana. Tout ce qui est inné, tout ce qui est naturel, ça vient d'ici en fait, parce que ce sont mes racines, parce que c'est de là que je viens, c'est de là que tout est né. Et en fait là, le fait de vouloir démarrer mes premiers concerts à Orléans, c'est aussi pour remercier ceux qui m'ont toujours suivi. C'est important pour moi de le faire là où tout a commencé. Donc en fait, c'est plus important pour moi. Ça en devient avec l'âge, je pense, les jours qui passent, ça devient plus important pour moi de revenir à l'origine. Quand je parle d'Orléans, je parle de ma maison, enfin la maison de mes parents, de ma famille. Et donc là, pour moi, oui, il y a une tonalité swing, il y a une tonalité musicale, il y en a toujours eu, on a grandi comme ça. J'ai évolué dans la musique grâce aussi à l'association de mes parents qui était dans les spectacles, dans les concerts, tout ça. Donc pour moi, Orléans, quand je dis Orléans, c'est pas de ce que je connais de la ville ou de l'histoire, mais plus de ce que j'ai vécu dans mon enfance, dans mon adolescence, jusqu'à maintenant. On a passé les 30 ans, messieurs, je suis un 40, c'est la limite des slims en cuir. Pourquoi faire dans les peintres ton le plaisir de confort? Aujourd'hui, j'ai envie de me poser des questions, des doutes, et donc du coup, ça conscientise les choses, et puis parfois, ça les bouscule un peu. Du coup, c'est plus maîtrisé, et en même temps, il y a une recherche de lâcher prise qui est hyper importante. Donc, c'est plus pesé, et du coup, ça... Je pense plus de poids, plus de réflexion, c'est un petit peu plus important pour moi. J'ai envie de sentir la musique en même temps que les mots, en même temps que l'interprétation. Il y a un équilibre qui se fait et dans mon corps comme dans ma voix, j'essaye petit à petit de régler ça et pour que ça soit vraiment une façon de m'exprimer. Comme quand je parle, là je le chante avec des mots ou sans les mots et puis du coup ça devient vraiment mon nouveau langage et celui que j'ai envie de garder. C'est impressionnant quand même. Hein. Ouais. Laurent Frédéric, cette saga, est-ce que tu te sens un peu quand même responsable, puisque on le disait, il y a toute cette histoire familiale que tu vas injecter dans cette nouvelle série? Tu veux dire jusqu'à quel point je m'investis par rapport à la famille, à quel point tout à fait. Bon, d'abord,
dans la série, c'est pas la famille Bollé quand même. C'est dommage. Oui, non, parce que c'est quand même pas non plus une biographie de famille, etc. Donc c'est la famille Rochebrune. Voilà, j'ai inventé un autre nom. Mais c'est une œuvre de fiction, on est bien d'accord, et mon terreau familial, en quelque sorte, me sert de caution à tous les niveaux, en fait. De caution documentaire, de caution par rapport à un monde qu'on ne connaît pas bien naturellement, et que là, je ne vais pas me tromper en le montrant, en quelque sorte. Bon. Donc, ma responsabilité, elle est de me servir, entre guillemets, de ma famille, et quelque part de lui rendre hommage, et de dire à quel point j'en suis fier. Mais après, je m'en éloigne et je fais une fiction. Et évidemment, il n'y a pas de fait dans la BD qui se rapporte directement au Bollé. Mais est-ce que tu es venu quand même ressentir un peu humer l'air ici de la fonderie? Est-ce que tu en as parlé justement à Dominique qu'on vient de rencontrer pour avoir des informations justement, pour être le plus précis dans l'histoire que tu vas raconter? Oui, ça bien sûr. Bon, déjà au niveau de ce que tu dis, se ressourcer, tu sais qu'ici on est dans un lieu qui n'a pas évolué depuis 1838 où on s'est installé là. Et c'est vrai qu'on a vraiment l'impression quand on est ici d'être au 19e siècle. Ah, bon. Donc, rien qu'effectivement le fait de revenir en ce qui me concerne, et de humer cette atmosphère et de se laisser porter par ces lieux, bon, c'est clair que psychologiquement ça joue pour essayer d'inventer des histoires, ça j'en suis sûr. Après, effectivement, l'idée c'est que dans la BD, on montre parfois comment on fabrique une cloche, et qu'on en profite un petit peu pour au moins cultiver nos lecteurs et leur indiquer comment ce métier ancestral, où c'est l'artisanat qui est vraiment porté à son plus haut niveau, le plus noble, comment ça se fait, comment on arrive à faire une cloche, parce que je peux te dire que c'est vraiment quelque chose de très pointu et que c'est pas simple, mais en même temps, voilà, c'est beau, c'est noble, ça mérite d'être expliqué, donc ça ne recouvre pas l'histoire, mais ça sert de fondement en quelque sorte. Eh bien écoute, Laurent Frédéric, merci. On te retrouve dans cette saga qui s'intitule Les Maîtres Saintiers, qui voilà. est donc le nom noble d'un fondeur de cloche. D'un fondeur de cloche. Écoute, merci à toi. On va continuer nos pérégrinations avec d'autres invités, d'autres artistes ici, à Orléans. Nous sommes de retour au FRAC, le Fonds régional d'art contemporain. Et vous découvrez sur ces images l'exposition consacrée aux villes visionnaires. C'est désormais un portrait croisé que je vous propose. Daniel Leclerc est sculpteur, Yann Hervis est artiste plasticien, chahuteur de matière. Nous sommes allés à leur rencontre à la galerie Bastide. All set? Let's go. Un sculpteur dans le sillon classique et noble du deuxième art. Un chahuteur de lumière, traduisant son environnement sous de multiples formes émotionnelles. Bienvenue dans les univers de Daniel Leclerc et Yann Hervis. Moi, je suis ce qu'on appelle un plasticien. C'est une sorte de mot-valise bien pratique pour des gens comme moi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'exprime au travers de différents matériaux. Même si le matériau de référence chez moi, c'est le bois. J'ai un long compagnonnage avec le bois. Mais je travaille également le verre, le papier, et tout en détournant des techniques industrielles. Ça, c'est aussi ma passion. J'aime bien détourner les techniques pour tromper le regard de celui qui regarde, jouer avec les émotions, jouer avec la matière, ça m'a toujours intéressé. Je n'ai pas de matière privilégiée, quoi. Selon l'idée que j'ai, j'utilise le matériau qui va être adapté pour renforcer cette idée. S'il faut prendre du carton, je prendrai du carton. Je peux utiliser du métal si c'est pour dire autre chose. Mais quand même, je suis modeleur, quoi. J'aime beaucoup la terre, par ses possibilités, sa malléabilité, se font exprimer à travers ce matériau. Et puis le plomb aussi, feuilles de plomb, tous ces matériaux prennent différemment la lumière. J'ai toujours été intéressé par les chemins de traverse. C'est-à-dire que j'avais choisi quelque chose au départ qui n'était pas évident. Je voulais sortir la marqueterie de son ghetto un peu art décoratif, art appliqué. Je me suis très vite rendu compte qu'en France, ce n'était pas possible, qu'on aimait bien cloisonner les gens. Donc j'ai travaillé beaucoup à l'étranger, où là j'ai pu exposer dans des galeries. Et puis à un moment, j'ai tout remis en question parce que je ne m'amusais plus, parce que moi j'ai envie de m'amuser, je fais ce métier-là uniquement pour l'émotion et pour m'amuser. Et voilà, donc j'ai créé ma propre technique, mon propre vocabulaire pour proposer des travaux très différents.
je veux que dans l'espace, il y a ce côté tridimensionnel. Ça me semble important. Et il faut que l'œil soit le spectateur qui regarde cette sculpture, qui n'est pas d'angle mort, enfin, qui vienne, l'œil vient s'accrocher là, là, ce qui donne une profondeur à la pièce. Vous voyez. La Loire a énormément d'importance pour moi. Et je m'arrête souvent face à un arbre qui m'intéresse. Parce que si vous voulez, il y a des sujets, il y a des arbres dits remarquables, très anciens, et puis il y a des arbres plus modestes, mais moi que je trouve aussi intéressants de par leur architecture. Voilà. Et donc je m'arrête, je les photographie, je prends leurs données GPS. C'est pour ça que sous mes tableaux, bien souvent, on voit des chiffres qui sont les données GPS de l'arbre. Et voilà, j'essaie de faire partager alors, cette part d'Orléans en moi qui passe au travers de la Loire, de ces arbres qui me sont très très chers, oui, c'est vrai. En observant ce zeppelin de l'artiste Peter Cook, on a vraiment envie d'embarquer dedans et de vivre plein d'aventures. Et c'est dans cet état d'esprit d'imaginaire et de voyage que je vous propose la dernière rubrique de cette émission Culture T, la rubrique Beaux livres. Baudelaire, Diderot, Zola, Apollinaire, Prévert, depuis des siècles, les écrivains, les poètes jettent leurs mots sur le papier de l'art. De leur création surgit la description de peinture et de leurs peintres. Écrire la peinture chez Citadel et Masneau, c'est une anthologie passionnante signée Pascal Déturins, un rendez-vous avec la peinture au pays des écrivains, un rendez-vous unique entre la plume et le pinceau. Comme Prévert le comptait en 1949 sur un tableau de Pablo Picasso. Et la lueur, aveuglante, d'un paquet de bougies, une fenêtre sur la mer ouverte comme une huître, le sabot d'un cheval, le pied nu d'une ombrelle, la grâce incomparable d'une tourterelle, toute seule dans une maison très froide. Une autre nouveauté incontournable chez Citadel et Masneau, ce livre, cet hymne, au grand maréchal, le peintre andalou Diego Velázquez. Il est l'une des grandes figures de la peinture du siècle d'or. Son style, véritable reflet de l'âme, est une plongée stupéfiante dans la chair et dans l'esprit. Ce livre retrace le parcours exceptionnel de l'artiste, de sa jeunesse à Séville, à ses années madrilènes, puis de ses nombreux voyages en Italie. Plus qu'un livre, un lien, un tête-à-tête avec une peinture enivrante. Des photos pour finir cette chronique. Dès la couverture du livre, vous comprenez que vous allez parcourir un chemin de féerie humaine, celle de l'enfance. Souhaitant fixer sa vie, les émotions du quotidien avec ses 3 enfants, Laure Agnoret nous offre une mise à nu d'une rare sensibilité, un moment de grâce, un zeste d'enfance qui bouscule et fait du bien. C'est aux éditions Marthe et Fernand. C'est la fin de votre émission Culture T ici à Orléans. Merci de nous avoir suivis. Si vous souhaitez plus d'informations sur l'émission, les tournages et les artistes qu'on a la chance de rencontrer, rendez-vous sur Facebook et Twitter. Quant à moi, je vous retrouve le jeudi matin dans ma rubrique Métro News, le vendredi dans Télé Loisirs. Ciao et à bientôt pour d'autres aventures dans Culture T.